Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie rendu, mais un petit peu particulier parce que je voulais vous montrer aujourd'hui comment exporter soit une vidéo, soit une séquence d'images. Mais en fait, ça nécessite quelques bases d'animation qu'on n'a pas encore vues. Donc ça va être ultra basique aujourd'hui. Le but, ça va être de faire un rendu 360, donc un turn autour d'un objet, que vous pourriez mettre ensuite en avant dans un portfolio pour présenter un asset. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de voir quelque chose de très basique et ça va nous ouvrir les possibilités pour la suite de la vidéo, de la formation, pardon. Donc aujourd'hui, on va utiliser, donc de mon côté, cette guitare-là, mais vous pouvez utiliser l'asset que vous souhaitez, que vous avez modélisé et sur lequel vous souhaitez faire un rendu. Donc sachant que cet asset-là, je l'ai fait en direct live sur Twitch pour un rendu un petit peu post-apocalyptique en mode The Last of Us, et la guitare était prévue pour être shootée uniquement comme ceci. Donc il y a quelques défauts de modélisation d'UV de matériaux quand on sera sur le bac, parce qu'elle n'était pas prévue pour être vue de cette manière-là, mais c'est pas très grave. Le but, c'est pas de regarder la guitare aujourd'hui. On aurait pu mettre un cube, la tête de singe par défaut ou autre. On s'en fiche. C'est pas ça. Ce qui va nous intéresser, c'est techniquement comment on fait un turn de caméra avec les parentés, avec les keyframes, avec le mode linéaire de manière infinie. On va voir un petit peu le graph editor et tout. Plein de petites notions qu'on n'a pas encore vues. Donc la première chose qu'on va faire, c'est positionner correctement la caméra, changer la focale et avoir quelque chose qui, a priori, correspond un petit peu à ce qu'on a en tête pour faire un turn autour d'un objet et le présenter de manière assez intuitive. Donc par défaut, on a une caméra présente dans Blender, donc je pourrais la sélectionner et la déplacer, mais moi je ne vais pas faire ça. Je vais supprimer cette caméra-là, qui ne me sert à rien. Je vais appuyer sur la touche 1 du pavé numérique pour passer en vue de face. Je vais au passage vous activer les raccourcis clavier. Il n'y en aura pas beaucoup, mais dans le doute, si jamais ça vous intéresse, ils sont toujours présents en bas à droite. Si j'appuie sur 1 pour passer en vue de face et que je fais Shift A et que je crée une caméra, vous remarquez une chose, c'est que celle-ci va se créer en étant alignée sur ma vue. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que en fonction du POV de votre perspective que vous avez, la caméra va toujours s'aligner. Donc elle s'aligne, mais elle se crée en 0, 0, 0 dans mon exemple, parce qu'elle se crée sur le curseur 3D, qui est, souvenez-vous, le référentiel 3D d'ajout d'un objet. À chaque fois que vous allez rajouter un objet, il va se créer sur ceci. Alors pour organiser un petit peu mes collections, donc ma guitare je vais l'appeler Asset. J'ai un rig light très rapide. Je vais faire un clic droit, New, je vais l'appeler Caméra. Tac, dedans je peux mettre ma caméra. Comme ça tous les éléments propres à la caméra, je les mettrai ici. Et maintenant je vais devoir positionner ma caméra. Alors on a une manière simple, une manière un petit peu plus complexe. Moi ce que je vous conseille toujours quand vous positionnez une caméra sur une scène simple comme celle-ci, c'est de splitter votre vue en deux par exemple. Donc moi je vais le mettre comme ça. Positionner en vue caméra par exemple, hop là, juste à gauche. Je vais au passage mettre le passe-partout comme ceci et désactiver tous les overlays et les affichages. Comme ça ce que vous voyez juste ici, c'est exactement la vue de la caméra. Et là c'est totalement dynamique. C'est-à-dire que si je prends cette caméra et que je la déplace, en temps réel, vous voyez que ma caméra va se déplacer. Également, si je passe en vue caméra et que je me mets en caméra to view, caméra to view, là également ma caméra va se déplacer dans l'espace. Donc vous avez deux possibilités. Moi pour cet exemple-là, je ne vais pas utiliser le caméra to view, mais ça peut être utile des fois pour shooter de manière un petit peu précise, de dire à Blender, ok, toutes les transformations visuelles que je fais quand je me déplace dans l'environnement 3D, je veux que tu les appliques aux transformations de ma caméra. Je vous explique ça un petit peu vite parce qu'on l'a déjà vu normalement. Si vous avez suivi la formation, je vous conseille de vous référer à la vidéo qui traitait de ça. Donc je vais mettre par exemple comme ceci, on va shooter la caméra à peu près là, voilà, tac. On peut également afficher tout ce qui est safe area ou autre si je veux avoir la safe zone de ma caméra et être sûr que je ne dépasse pas des deux côtés. On peut afficher la règle des tiers et tout. Tout ça, on l'a déjà vu également. Donc une fois que je suis satisfait de mon cadrage, là j'aimerais bien changer quelque chose. C'est que par défaut on a un rendu qui va se faire en 16 neuvième. Moi j'aimerais bien un rendu carré. Donc même ratio en X et en Y. Donc je vais aller dans l'output et je vais mettre la même valeur en X et Y. Donc on va se mettre en 1080 par 1080. Et là vous remarquez une chose, c'est que effectivement ma caméra est bien carrée, donc mon rendu sera carré. Par contre, on a beaucoup trop de marge maintenant sur la hauteur et la largeur. C'est un peu dommage de faire un rendu avec tous ces pixels vides. Ça veut dire que l'asset ne sera pas vraiment mis en avant. Et vu que la résolution de 1080 par 1080 n'est pas non plus exceptionnellement élevée, on va perdre un petit peu en qualité. Donc là, deux possibilités. Soit j'approche ma caméra, comme ceci, mais vu que j'ai une focale relativement courte, je crois que par défaut elle est à 50, alors c'est pas une focale courte, mais pour ce qu'on veut faire, c'est pas forcément adapté, on va avoir une sorte de perspective qui va un petit peu brouiller la visibilité de mon asset. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de garder une distance comme celle-ci, mais par contre, sélectionner la caméra et augmenter un petit peu la longueur focale pour avoir quelque chose qui ressemble à ça.
et la repositionner légèrement comme ceci. Et là, je peux faire un petit CTRL-S. Donc là, on a tout qui est bon. Maintenant, j'aimerais bien faire tourner ma caméra autour de l'asset. Comment ça fonctionne? On pourrait se dire naïvement, j'ai mon curseur 3D qui est ici. Donc ici, si en mode point de pivot, je me mets en 3D curseur, 3D cursor, si je fais une rotation en Z, ça fonctionne. Vous voyez à gauche, j'ai exactement le résultat souhaité. Donc ça peut être cool. Faire un turn comme ça, en 2 clics, on est pas mal. J'ai même pas besoin d'asset intermédiaire. Donc pour ce faire, vous allez voir qu'on va être déçu, ça va pas fonctionner. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On va devoir utiliser ce qu'on appelle des keyframes. Une keyframe, c'est quoi? Ça permet de verrouiller à un moment T les transformations, les propriétés ou ce que vous souhaitez d'un objet. Donc une transformation, c'est par exemple la position, la rotation et l'échelle. Donc un exemple ultra simple, si je rajoute un cube, hop là, juste là, j'appuie sur I, donc I c'est pour insérer une keyframe sur toutes les transformations de l'objet. Donc il y a I et qui est intéressant à connaître, qui permet vraiment de rajouter une keyframe en verrouillant toutes les propriétés. Et vous voyez qu'il rajoute ici sur la timeline un petit losange blanc. Donc imaginons, donc ça je ne voulais pas présenter, mais la timeline c'est quoi? C'est du frame par frame, c'est une sorte de temporalité représentée dans les logiciels de 3D qui est présent pas uniquement dans Blender mais dans tous les logiciels de 3D, qui me permet vraiment de représenter frame par frame. Donc si je vais à la frame 100 par exemple, je déplace mon cube, je fais une rotation comme ceci, alors je vais repasser en Individual Origin, je fais une rotation, un changement d'échelle, j'appuie sur I, regardez ce qui se passe. Blender, il va m'animer de la frame 0 à la frame 100 en passant des propriétés de base aux nouvelles propriétés en faisant ce qu'on appelle une interpolation. Donc il ne va pas faire de manière hop là, magique l'asset qui passe des transformations A aux transformations B, mais il va petit à petit faire de l'interpolation de frame sur les transformations pour avoir une transition qui soit un petit peu sympa. Donc j'ai supprimé ces keyframes. Maintenant que vous avez compris ça, normalement vous vous dites, ok, pas compliqué, je prends ici ma caméra, je vais à la frame 0, je repasse en 3D cursor, j'appuie sur I, je vais par exemple, mon accent de Toulouse qui est ressorti d'un coup, on ne sait pas pourquoi, à la frame 200, je fais une rotation en Z de, on va dire, 360, voilà, comme ceci. Je rappuie sur I. Et là, je suis déçu. Je suis déçu pourquoi? Parce qu'en fait, il fait une rotation sur lui-même. Alors, il a bien pris en compte mes modifications, mais là, concrètement, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, tu passes de la rotation 0 à la rotation 360. Mais en fait, le point de pivot, il n'est pas pris en compte dans les keyframes. Pourquoi il n'est pas pris en compte? Parce que ça, c'est uniquement un pivot de transformation visuelle. Vous voyez, c'est indiqué ici, Transform Pivot Point. Pour faire ça, on va devoir simuler un véritable point de pivot physiquement présent dans la scène et dire en Blender, ce n'est pas ma caméra qui tourne, mais c'est mon point de pivot. Et du coup, par transitivité, par parenté, ma caméra va également tourner. Donc je vais faire exactement la même chose, mais en rajoutant un asset intermédiaire. Alors attention à ne pas supprimer l'objet dans la vue 3D, mais uniquement la keyframe. Donc là, je peux repasser hop là, en vue caméra, parce que ça avait sauté. Donc je vais rajouter tout simplement avec Shift A un empty de type Euro. Je vais augmenter un petit peu son scale pour qu'on le voit bien, comme ceci. Je vais faire CTRL A scale pour l'appliquer. Et je vais créer un lien de parenté entre la caméra et l'empty. Et je vais faire CTRL P. Je vais faire un object qui transforme. Et là, de cette manière-là, ça veut dire quoi? Si on regarde hiérarchiquement, ce qui se passe à droite, j'ai bien mon empty et ma caméra. Donc lui, je l'ai appelé cam pivot, comme ceci. Et là, mine de rien, on a créé un mini rig de caméra, alors qui est ultra simpliste, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, si je sélectionne mon empty, je vais bien me mettre en median point parce que c'est celui par défaut qui est utilisé. Et si je fais une rotation, vous remarquez qu'à gauche, j'ai exactement le même résultat. Et là, ma caméra, en fait, en soi, elle ne va pas avoir de changement de transformation. Les seules clés de transformation qu'on va mettre, c'est sur mon point de pivot. Et là, le tour est joué. Donc j'appuie sur I, je vais à la frame 200, je vais faire RZ360, j'appuie sur I, et maintenant, vous voyez que j'ai bien mon turn qui fonctionne. Alors maintenant, comment je fais si je veux un turn qui se fasse de manière infinie? Parce que là, si j'appuie sur Play, donc on va plus s'intéresser à la vue à haut à gauche. Je vous laisse en même temps le référentiel ici parce que c'est intéressant. Vous voyez que, ok, ça tourne, ça s'arrête, ça continue, c'est fixe, hop là, ça retourne. Alors c'est pas mal parce que ça boucle entre guillemets, on n'a pas de saute, mais on remarque deux choses.
On n'a pas un turn qui est infini, et surtout on a une accélération et un amortissement à la fin. Donc ça c'est normal. On va corriger les problèmes au fur et à mesure. Déjà, pourquoi à la fin j'ai quelque chose qui devient statique? Si on regarde la timeline, on voit bien qu'ici, donc la partie grisée c'est la partie non active, et la partie un petit peu plus claire c'est la partie active. Donc vous allez voir qu'à partir de là, hop là ça va revenir à 0. On voit qu'entre la frame 200 et 250 on a du vide. Donc là je vais devoir dire à Blender, au lieu d'aller jusqu'à la frame 250, donc dans l'output, tu vas aller à 200. C'est une erreur, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et là, si je fais play, vous remarquez que j'ai bien un turn qui fonctionne un petit peu mieux, mais j'ai toujours une sorte d'accélération. On dirait que j'ai une courbe qui ressemble, imaginons que ce soit l'animation, que j'ai une courbe qui ressemble à ceci. Donc une sorte de courbe de Bézier écrasée, adoucie par Blender. C'est exactement ce qui se passe. Donc je vais splitter, hop là, ici la vue en deux, et je vais ouvrir ce qu'on appelle le Graph Editor. Et là, vous remarquez, donc le Graph Editor, qu'est-ce que ça représente? C'est l'interpolation, la fameuse interpolation, donc les courbes d'animation de mes différentes clés. Et vous voyez que ce que je dessine à la main, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur Play, donc c'est synchronisé, bien évidemment, la vue timeline ou la vue graph, on a bien une accélération, quelque chose d'un petit peu plus linéaire, et ensuite quelque chose qui va un petit peu s'écraser. Ça, c'est parce que par défaut, Blender, il a systématiquement une interprétation, une interpolation entre les keyframes qu'on appelle une courbe de Bézier, c'est-à-dire que ça va amortir. Donc je pourrais changer tout ça à la main en changeant un petit peu ici la manière dont se comportent les courbes, mais moi je vais tout sélectionner, tout simplement. Je vais appuyer sur T, et la touche T, ça permet de définir un type d'interpolation. Alors il y en a plusieurs. Il y a le constant, par exemple, ce qui ferait que, paf, on aurait une saute directement d'animation ici. Vu qu'on est à la même position de départ et d'arrivée, ça ne change rien pour nous. Mais ce qui va nous intéresser, donc le Bézier, c'est celui par défaut, c'est le linéaire. Et le linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une interpolation qui est linéaire, donc pas de changement de vitesse, quelque chose qui va être constant. Et regardez ce qui se passe. Là, on a un turn qui correspond exactement à ce que je souhaite. Vous voyez, ça fonctionne de manière très très bien. Donc une fois que j'ai ceci, je peux vous montrer, si j'appuie sur T, il y en a plusieurs. Je pourrais avoir par exemple du back, donc ça ferait une sorte d'animation, vous voyez, hop là, qui tourne un petit peu plus et qui revient sur sa position initiale. Donc tout ceci, c'est de l'interpolation. J'ai du bounce si jamais je veux quelque chose qui rebondit. Donc là, vous allez voir que ça tourne un petit peu plus, ça rebondit comme ceci. Donc tout ça, c'est des choses qui sont automatiques. Automatique, pardon. Le reste de maladie. Et que vous pouvez modifier, bien évidemment, à votre guise. Donc vous avez également le élastique. Alors là, qui est un petit peu plus particulier, parce qu'il fait une sorte de boing et d'affaiblissement au fur et à mesure de la timeline. Mais pourquoi pas, ça existe. Donc si on reste en linéaire, par défaut, on pourrait avoir un souci. On pourrait avoir un souci de double clé superposée. Je m'explique. Là, par défaut, on a un frame start qui est à 1, mais imaginons que je sois à 0. Donc à 0 et 200. On pourrait se dire, à 0, j'ai ma position initiale, à 200, j'ai également ma position initiale. Ça pose pas de souci. En fait, on a un problème. On a un problème qui va être très faiblement visible, mais on va avoir une superposition de 2 frames. C'est-à-dire que on a, vous voyez, un mini arrêt entre la frame 0 et 200 parce que ces deux sont exactement les mêmes. Et ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc si je veux un turn 360 parfait, je dois enlever une frame, soit au début, soit à la fin. Donc si vous partez à la frame 0, il faut aller du coup jusqu'à la 199. Comme ça, là, vous êtes sûr d'avoir un turn qui est parfait à 100%. Soit faire exactement comme c'était au début, aller de la frame 1 à 200. C'est comme vous souhaitez, mais on est obligé d'enlever une frame. Et c'est un peu contre-intuitif parce que ça veut dire qu'on met une keyframe, une clé à l'extérieur du range de notre animation. Mais là, du coup, on a quelque chose qui fonctionne et on a bien notre turn autour de l'objet. Donc tout ceci, ça peut être ultra intéressant. Et également, le gros avantage qu'on a avec ce rig de caméra, c'est que vu que les clés ne sont pas positionnées directement sur la caméra, rien ne m'empêche de la reculer un petit peu. Imaginons que je me dis, ouais, en fait, la caméra est trop proche. Je la recule un peu. Rien ne casse sur le rig. Parce que l'animation n'est pas sur la caméra, mais elle est sur son parent qui est un empty et qui lui-même a le pivot positionné correctement. Donc là, on a quelque chose qui est nickel et on peut le faire tourner en boucle de manière infinie. Et ça, pour mettre en avant un asset, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous montrer comment exporter du coup ceci en vidéo. Donc, en vidéo, je veux dire,
comment exporter un format vidéo, donc du point MP4 par exemple, les avantages et les inconvénients de cette technique-là, comment faire un rendu avec un fond transparent, parce que par défaut, là vous voyez, si je passe en mode rendu, alors je vais pas le mettre ici, je vais le mettre juste là, tac, en mode rendu, vous voyez que on a l'HDR et tout en fond, c'est pas très beau. Du coup, un des inconvénients de la vidéo, c'est que par défaut, sauf des formats très spécifiques, il n'y a pas de transparence en fond. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes de garder en tête pour savoir dans quel cas on utilise la vidéo, dans quel cas on utilise des séquences d'images, sachant que, spoiler alert, la séquence d'image est toujours à privilégier, on va dire 99% du temps, sauf cas ultra spécifique, et je vous expliquerai tout ça la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sur le Discord, sur les réseaux sociaux, là vous le souhaitez, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup à tous ceux qui découvrent Blender, à tous ceux qui se forment avec les vidéos que je propose sur YouTube, c'est très gentil. À tous qui me rejoignent de plus en plus également en live sur Twitch, merci beaucoup pour votre générosité, et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde, à plus.